Bonjour à tous et toutes. Merci de cette présentation. Tout d'abord, je voudrais me féliciter de la tenue de ces rencontres à Valence. Ça a été longtemps souligné, mais vraiment, je m'en félicite. À la fois au nom du maire Nicolas Daragon, et président de Valence Romand Agglo, puisque je vais intervenir au titre de ces deux collectivités, mais également au nom de l'équipe municipale. Et je me suis permis d'inviter, avec votre complicité, ma collègue Cécile Paulet, qui est adjointe enfance-éducation à la ville de Valence et avec laquelle on travaille de manière transversale. Parce qu'une des particularités de la réussite de tout ça, c'est de travailler ensemble. Je me félicite également que ces rencontres s'organisent à Lux, notre salle nationale. Je vais y revenir tout de suite, juste pour dire que je me suis nourrie de toutes les interventions de ce matin et souligner qu'effectivement, pour la place des étudiants à Valence, on fait beaucoup. Marie-Christine Bordeaux a parlé de Harifac et du lien avec le musée. Je me permets de poser une petite question. Ça se passe super bien. Les étudiants travaillent en pratique avec des artistes. Après, la question qu'on se pose, c'est reviennent-ils au musée, reviennent-ils au théâtre? Je ferme la parenthèse, en tout cas, je laisse ma question en attente. Alors, la scène nationale, oui, c'est un lieu qu'on admire, c'est un lieu dans lequel on a investi et on continue d'investir. Son projet artistique, culturel et pédagogique répond pleinement à nos attentes, tant du point de vue des missions singulières qui lui sont confiées, que sa complémentarité avec les autres équipements partenaires du territoire. Je ne les nommerai pas tous, mais la qualité aussi des interventions de chaque équipement culturel, c'est de savoir travailler en complémentarité pour toucher l'ensemble des disciplines artistiques. Dans le domaine des arts visuels, des usages et des accès aux images, les enjeux humains, et pas seulement humains, sociaux, économiques et artistiques sont immenses. Donc ces notions, pour moi, se conjuguent ensemble. Les actions qui sont menées en particulier par Catherine Rossi-Bateau et l'équipe de Lux, telles que les dispositifs portés avec École et Cinéma, les ateliers Voir le cinéma, la création d'une assemblée de jeunes spectateurs pour créer justement une dynamique d'échange et de critique, les ateliers scénario nomades, écrits à série pour les 15-18 ans sur le temps scolaire, ou des ateliers proposés sur les vacances de février en collaboration avec les services jeunesse, ville ou agglo, sont autant de propositions qui permettent de faire vivre des expériences individuelles et collaboratives. En tout cas, c'est l'image que je m'en fais. C'est Caroline, je crois, Desbarras, qui a évoqué tout à l'heure sa rencontre avec une classe qui est arrivée hier pour voir un film. Je peux témoigner régulièrement de ce plaisir que j'ai moi-même à écouter et à voir toutes ces petites têtes qui viennent préparer dans une salle à Lux pour voir un film ou pour rencontrer des artistes. Et ça, c'est déjà en termes d'expérience pour moi. C'est vrai que je fréquente aussi le lieu depuis de nombreuses années. Je ne suis élue que depuis 2020. Lux est un lieu que je fréquente depuis longtemps. Et c'est la joie de ces enfants de se retrouver ensemble et accompagnés ici, à l'entrée et à la sortie, c'est vraiment un vrai bonheur. Donc déjà, on a parlé du plaisir et je souhaite dire que cet aspect-là rentre en ligne de compte. Il est évident que la notion de plaisir, et je ne vais peut-être pas le développer, mais le droit à l'ennui, j'y crois plus parce que chacun a droit à sa sensibilité et qu'il faut effectivement peut-être faire un petit détour pour accepter que on aime ou on n'aime pas, on a le droit d'aimer ou de ne pas aimer, et qu'effectivement, en tant qu'adulte, éviter de donner son point de vue est peut-être une chose extrêmement importante. Donc ici, c'est des pratiques qui favorisent les découvertes, les apprentissages, qui aiguisent la curiosité, donc l'enrichissement personnel et le plaisir de grandir et de partager avec les autres et ensemble. Pour moi, le rôle des collectivités à ce niveau, c'est effectivement de soutenir et d'encourager, bien sûr, l'ensemble de ces activités. Je vais rassurer tout de suite. En tant qu'élu, je fais confiance aux professionnels. Je ne vais pas aborder les terrains de la recherche et je suis aussi très heureuse de devoir participer ce matin à cette présentation parce que réunir les laboratoires de recherche et des chercheurs, des cinéastes, des scientifiques et des professionnels sur la pédagogie pour aborder les problématiques aussi importantes que le chemin que fait un enfant ou un adolescent depuis sa place de spectateur jusqu'à celui de citoyen est extrêmement important, mais ce n'est pas forcément les élus qui vont construire ce chemin. On va soutenir les actions qui vont être menées pour le construire. Et j'ai appris ce matin qu'il faut aller au-delà de l'adolescent jusqu'aux universités.
j'ai un peu envie de dire, on peut aller aussi au-delà pour les adultes, mais en tout cas, la politique culturelle en direction de tous les publics, développer une politique artistique et culturelle en direction de tous les publics, passe par une écoute. Et les élus de terrain, effectivement, les collectivités territoriales sont des élus de proximité, mais passe aussi par le respect des professionnels et l'écoute qu'on a à apprendre des professionnels, et entre guillemets, chacun a son métier, et que le partage et la réflexion commune par la recherche doivent contribuer à améliorer toutes ces actions de politique artistique et culturelle. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Que la ville et l'agglomération sont très impliquées dans les processus de dispositifs éducatifs, pédagogiques et de formation. Mais aussi, je crois qu'il faut qu'on dise que nous soutenons les équipements dans leur mission de création et d'accueil des artistes en résidence. Dire aussi le soutien aux missions de diffusion et les actions d'éducation, le soutien pour les actions d'éducation artistique et culturelle se nourrissent de ces pratiques de création, de ces pratiques d'accueil d'artistes en résidence. On ne peut pas écarter cet aspect-là des choses et favoriser les pratiques artistiques et la rencontre avec les artistes qui ont le secret de raconter le monde à leur manière. Ça a été dit bien mieux que moi par Caroline tout à l'heure. Cette manière qui touche à l'intelligence du sensible, je suis désolée, j'ai écrit ces mots, je me permets de les dire quand même si peut-être je ne suis pas assez calée pour les développer. Et c'est cette manière des artistes qui touche le sensible, de ce qui fait plaisir, de ce qui émeut, de ce qui fait vivre et grandir, tout simplement. Et je ne reviendrai pas sur le fait que pour moi, le cinéma, de tout temps, c'est une salle. C'est une salle et un écran. Et qu'effectivement, ces dernières années, on a oublié que la rencontre au cinéma, ça se fait dans un lieu comme ici, et pas seulement devant sa télé, pas seulement devant ce qu'on a appelé les vidéos, les DVD, et aujourd'hui les plateformes et les téléphones, qui nous coupent totalement de la réalité du monde. Voilà ce que je pouvais dire en introduction. Merci beaucoup. Alors, ouais, tenue exceptionnelle du temps de parole, félicitations. J'espère que vos collègues vont en faire de même. Olivier Carmel, peut-être? Oui, bah écoutez, je vous remercie déjà de l'invitation, toute l'équipe, votre gentillesse déjà, donc Michel et toute l'équipe, je le disais. Hier, on a vécu un bon moment, donc je l'ai dit tout à l'heure, de vive voix sur ces complémentarités entre ce que nous sommes ici, des élus, du monde des politiques, avec les habitants quand même, avec les associations, des moments de réflexion dont nous avons besoin et des respirations dont nous avons besoin. Et hier, c'était un vrai exercice de respiration. Quelqu'un hier avait cité le mot, évidemment, autour de la créativité. Et on pourrait même parler de la créativité des élus qui posent des fois un certain nombre de questions. Alors, je vais peut-être rentrer, moi, dans le vif du sujet en rebondissant peut-être sur vos propos, évidemment, madame, et surtout ceux de Marie-Christine que j'ai écouté avec attention. Alors, on se connaît un petit peu, puisque nous sommes au conseil ensemble avec Olivier, mon collègue de gauche, et Marie-Christine, qui a posé un peu le cadre et un peu l'historique, entre guillemets, des débats autour de l'éducation artistique et culturelle. Alors évidemment, j'ai un peu moins d'expérience, non pas parce que je suis plus jeune, je suis te rassurer, mais parce que j'ai une expérience peut-être plus courte. Hein. Et je voulais quand même rebondir sur ce que tu disais, sur les rapports, sur les trois enjeux qui sont les nôtres en termes d'élus. On a la question du territoire qui pose question, entre le territoire national et le territoire local, quel qu'il soit. C'est vrai pour les communes ou communes et villes, on ne parle pas déjà de la même chose. Hein. Le fait communal, c'est pas tout à fait le fait municipal. Au réseau français des villes éducatrices, nous sommes à peu près une centaine de communes et de villes de tailles différentes. Hein. Entre Paris et Lille, il y a déjà des différences, mais, ou Le Havre. Hein. Mais évidemment, Guingamp pèse beaucoup moins déjà, et pourtant on a tout à fait les mêmes problématiques. On a la question évidemment aussi des lieux, de pratiques, de diffusion qui nous questionnent depuis longtemps. Les réponses des villes et des territoires a été à un moment donné de construire des projets éducatifs. Alors pas de territoire, ça renvoie à l'exercice plus récent des lois donc, de 2012 et 2013 de Payon, hein, et plus ancien. Donc, je ne reviens pas sur cette histoire qui a été évoquée par Marie-Christine dans ses tableaux. Ce que nous appelons des projets éducatifs locaux ou globaux à Lille, puisque nous les connaissons, puisque nous les avons créés il y a une quinzaine d'années maintenant, hein, avec un angle très fort sur l'éducation artistique et culturelle. On y reviendra
sur les implications des communes par rapport à la réforme des rythmes scolaires, par exemple. Je vous prendrai un exemple tout à l'heure sur la vie de l'homme, sur la déclinaison, on va dire, de la politique éducative et culturelle sur la ville. Et évidemment, on a la question des acteurs, donc, qui posent aussi beaucoup de questions. Ces acteurs, c'est, je le disais tout à l'heure, ou hier, je crois, à Michel, c'est le rapport à l'éducation populaire, donc à la Ligue d'enseignement, au Franca, à Léo Lagrange, à Cinélique, par exemple, que nous soutenons beaucoup dans la région et à Lille, parce qu'ils travaillent beaucoup, en fait, au sein des écoles, mais aussi dans le périscolaire, ce qui renvoie au temps, évidemment, des pratiques, que ce soit sur le temps éducatif, le temps périscolaire ou le temps extrascolaire. Et la question qu'a posée maintes fois Marie-Christine tout à l'heure, c'est ces questions un petit peu de va-et-vient d'une histoire qui est ancienne, qui aujourd'hui est re-questionnée, de la résurgence du Haut Conseil dans lequel on participe avec Olivier qui pose des débats sur la manière dont on doit accompagner les choses. Est-ce que c'est à l'État de tout faire? Est-ce que c'est aux communes de s'engager de manière volontariste ou en décentralisant peut-être plus et davantage le débat que tu as posé sur l'engagement des collectivités, la ville au plus près pour les écoles, les départements au plus près pour les collèges, évidemment, donc la région et l'académie pour les lycées, sans qu'il y ait forcément un gros consensus là-dessus, ni hier, ni forcément aujourd'hui. Donc sur les applications politiques que le réseau français des villes éducatives peut avoir sur ces questions-là, nous, ce qu'on a en tête, c'est la réussite éducative et la réussite scolaire des élèves, au plus près. Même si ce n'est pas notre mission première, puisque nous ne sommes que des élus, et on a évidemment les questions bâtimentaires qui nous occupent, hein, les questions du périscolaire, mais on a eu l'ambition, il y a une quinzaine d'années, d'aller un peu plus loin et d'aller donc soutenir les politiques éducatives et culturelles sur tous les temps, sur les projets d'école, sur les questions du périscolaire. Je vous donne simplement un chiffre. Hein. Pour la petite ville de l'Homme, 27 000 habitants, on a un budget de fonctionnement de 8 millions d'euros, en dehors de la masse salariale qui est gérée par Lille, parce que nous sommes associés avec Lille, pour le meilleur. Sur ces 8 millions d'euros, un quart du budget est fléché vers les politiques d'éducation, donc au sens large, hein, et la jeunesse, et notamment l'éducation aux arts et à la culture. Un quart. Donc c'est énorme. Mais c'est un choix politique qui est très ancien, hein, qui s'est construit par les quelques maires de l'après-guerre jusqu'à aujourd'hui. Mais si vous allez dans une commune qui est très proche, je prends Péranchy par exemple, qui est une petite ville du Nord, quelques kilomètres de Lille, la politique sera tout à fait différente parce qu'il n'y aura pas les mêmes moyens, il n'y aura pas le même rapport aux moyens ou aux lieux, ou simplement parce que la volonté politique n'existera pas, parce qu'il y aura d'autres priorités décidées par le maire ou l'équipe municipale. Donc la question qui a été posée est vraiment fondamentale, hein, et je pense qu'on a un tournant là. Donc, moi en tout cas, je me pose beaucoup de questions sur le devenir des deux politiques. J'ai en tête, je suis un peu politique, excusez-moi, mais j'ai en tête la rentrée 2018. Tout à l'heure, c'était un peu évoqué. À la rentrée 2018, Mme Nyssen, qui était à l'époque ministre de la Culture, M. Blanquer, qui était déjà le ministre de l'Éducation, avait proposé un grand plan d'éducation artistique et culturelle, je crois que tu t'en souviens, hein, présentant avec une grande conférence de presse le 17 septembre 2018, j'ai la date en tête, ce gigantesque plan. Alors certes, c'était il y a 3 ans, certes il y a eu la pandémie, certes ça a été difficile, on a tous été bouleversés par les confinements et par les difficultés d'asseoir nos politiques. Mais bon, 3 ans plus tard, je ne suis pas forcément très sûr que les ambitions qui étaient présentées par les deux ministères, puisque ces deux ministres sont co-présidents du Haut Conseil d'éducation artistique, hein, avec notre ami Emmanuel Letis qui gère effectivement donc le Haut Conseil, recteur de l'Académie de Bretagne, je ne suis pas totalement certain qu'on a été dans la déclinaison pleine et entière donc, de l'éducation artistique et culturelle sur l'accompagnement des villes, sur le soutien des villes, puisque c'est à fond zéro, à euro zéro entre guillemets. Et évidemment, donc, cette question elle reste aujourd'hui en jachère. On doit tenir dans quelques jours, je pense, une nouvelle réunion du Haut Conseil qui était remise 2 fois. Mais le réseau français d'éducative a plein de questions sur le débat que tu as posé sur la décentralisation et sur, non pas le volontarisme des villes, des communes, des départements et des régions,
mais sur le cadre national, avec l'accompagnement évidemment des territoires, des collectivités sur ces questions-là, et j'y reviendrai tout à l'heure d'un point de vue peut-être un peu plus pratique. Très bien, très bien. Bon, un petit peu du passé, mais ça va aller quand même. Il y a tellement de choses à dire. J'ai omis de préciser que Olivier Kermel est premier adjoint de l'homme, mais également adjoint au maire de Lille. Voilà, c'est aussi une ville associée. Et j'ai totalement omis de préciser qu'Olivier Pellerelli était président de l'Union des maires de l'Ardèche. Je parlerai à la fois de l'Ardèche, de l'éducation artistique, et puis de mon expérience de maire dans ce domaine qui n'est, où les pratiques et les actions sont d'ailleurs différentes. Même si, donc, de par mon mandat, j'étais vice-président de la culture, je ne suis plus, puisque la majorité a changé donc au mois de juin, mais j'ai donc participé à l'élaboration de l'éducation artistique et culturelle en Ardèche, donc, puisque, comme ça a été dit auparavant, c'est une longue histoire. Ce que nous avons, mais ce cheminement-là, c'est un grand cheminement. Et il faut à la fois des actes, mais pas que dans le domaine de la culture, si on veut réussir donc à ce développement. Un des actes forts, par exemple, ça a été en 2008, quand nous avons, au Conseil départemental de l'Ardèche, fait en sorte de mettre dans les schémas sociaux, qui est une compétence obligatoire des départements, c'est l'organisation sociale sur l'ensemble d'un département, et donc c'est opposable à la loi puisque c'est validé après par la préfecture, et il faut qu'il y ait uniformisation de l'ensemble des actions, et nous avons installé dans les schémas sociaux des actions artistiques et culturelles. Ça a été un acte fort parce que on a sanctuarisé les budgets culturels à travers donc, cet engagement politique. Et du même coup, les budgets culturels, quelles que soient les péripéties que traversent ces départements, n'ont jamais été diminués dans nos départements, et bien au contraire, ont toujours fait l'objet d'augmentations quand même substantielles. Et ça a été quand même un des actes fondateurs de cette éducation artistique et culturelle, puisque nous l'avons organisée à travers nos centres médico-sociaux. Donc, les agents du département se sont même saisis, les travailleurs sociaux se sont saisis donc de ces compétences-là, de ces travaux, d'abord pour essayer de travailler avec la population sur une évolution de l'autonomie ou des orientations comme ça, puis ils se sont même rendus compte eux-mêmes que en se formant au théâtre, en se formant à la parole, en se formant ils étaient beaucoup plus efficaces auprès des usagers, et ils en ont fait un outil pour eux-mêmes, et donc ça a facilité leur métier, et on ne l'avait pas du tout envisagé au départ, mais ça a été beaucoup plus finalement à destination de leur attitude donc, dans leur métier, plutôt que de s'en servir comme outil directement pour animer des groupes collectifs, des collectifs d'usagers. Donc ça, c'est un des premiers effets. Nous avons une soixantaine en Ardèche de lieux qui sont culturels, qui sont conventionnés. On a beaucoup de lieux de taille modeste, puisque ça correspond à la géographie ardéchoise, à la sociologie ardéchoise. Donc, et c'est vraiment un accompagnement à l'initiative locale, et avec une montée en puissance, et ces conventions permettent justement
Et dans les conventions, un des éléments forts, c'est bien entendu la direction artistique. Il faut que les structures aient une direction artistique, qu'elle soit partagée ou pas. Ça dépend de la taille, ça dépend de tout un tas d'éléments, mais cet élément-là est majeur, donc, et ça produit, bien entendu, vous imaginez ce que ça peut produire. Et ce sont des lieux complètement divers. Ça peut être des galeries d'art contemporain, ça peut être des bistrots, ça peut être, c'est bien entendu des scènes nationales, et nous avons contractualisé donc avec l'ensemble de ces lieux pour permettre de créer des passerelles avec la pratique amateur. Pour nous, ça a été aussi un élément fondateur à la pratique amateur, parce que c'est à travers la pratique amateur qu'on peut développer donc l'éducation artistique. Donc là, on s'adresse souvent à un public adulte, mais je pense que quand on parle d'éducation artistique, il ne faut surtout pas se contenter entre guillemets, travailler sur les publics jeunes. Ils sont indispensables, mais il faut travailler sur on va dire, toutes les classes d'âge, si je peux le résumer ainsi. L'idée étant de faire de mettre en place des masterclass avec des professionnels, et ces masterclass sont issus donc de l'ensemble des pôles conventionnés donc, que nous avons sur l'ensemble de l'Ardèche et qui travaillent avec la batterie fanfare locale, avec l'école de théâtre amateur, et donc on amène à une professionnalisation. Donc c'est une approche du coup de la pratique qui est complètement différente. Ces approches-là produisent une certaine diversité. L'idée étant de permettre sur les secteurs qui sont contractualisés à travers les communautés de communes, de permettre à l'ensemble de ces territoires donc de pouvoir accueillir après, au-delà des actions d'éducation artistique, régulièrement donc ces habitants qui ont soit croisé ont pu bénéficier donc d'une action d'éducation artistique, mais surtout de leur ouvrir ces lieux de manière à ce qu'ils puissent y revenir régulièrement, et considérant que ces lieux ce sont des lieux ressources, s'ils le souhaitent, tout en se disant que il y a des passerelles qui sont vraiment essentielles à faire entre à la fois ces lieux culturels, et puis nous avons aussi développé donc ce même système de partenariat avec des associations sportives, considérant qu'il n'y a pas de raison que le théâtre se fasse uniquement dans un théâtre, qui puisse se faire aussi dans un stade. Ça permet de croiser, ça permet de faire venir donc des populations qui n'ont pas forcément envie d'aller au théâtre, ou alors qui se disent que le théâtre c'est pas pour nous. Et donc c'est ce travail-là qui est fait aussi et toujours avec des professionnels, parce que je crois que ça a été dit, Marie-Christine le disait, l'excellence est importante dans ce domaine. Alors, on ne peut pas, la pratique artistique, la transmission ne peut se faire qu'avec des personnes qui maîtrisent leur art. C'est indispensable. D'ailleurs, je peux vous faire référence à un metteur en scène, écrivain qui s'appelle Roger Lombardo, qui est maintenant installé en Ardèche. Il a travaillé, il a beaucoup travaillé au Théâtre du Point du Jour, et il est arrivé en Ardèche en 68 comme de nombreux. Et il a écrit La beauté sauvera le monde. C'est une histoire qui se passe à Sarajevo. Ils
ils ont traversé l'ex-Yougoslavie pendant la guerre avec une cantatrice et un pianiste dans une fourgonnette. Et ils se sont retrouvés pris entre les tirs des différentes factions qui s'opposaient. Et ce film relate donc ces rencontres qu'il y a eu avec des militaires donc, ou des insurgés qui, quand ils entendaient dans un champ donc ce piano avec cette cantatrice, posaient leurs armes et se mettaient à pleurer. Voilà. Et il y avait une telle, parce qu'il y avait un tel niveau de maîtrise que cette beauté-là donc renverser des situations. Alors ça peut être complètement idyllique, c'est une expérience qui a été vécue. Et ils racontent aussi toutes leurs peurs et tout ce qui n'a pas marché, parce qu'il y a bien entendu beaucoup de choses qui n'ont pas marché. Mais n'empêche que voilà, c'est cette confrontation-là, moi, qui me semble aussi importante, donc, et qui doit jalonner donc une partie de nos politiques publiques. C'est essentiel de pouvoir faire ces pas de côté pour que les personnes puissent se rencontrer, même si tout le monde n'ira jamais au cinéma, tout le monde n'ira jamais au théâtre, tout le monde n'ira jamais dans un gymnase ou dans un stade. L'important, c'est quand on met en place une politique publique, on s'adresse à tout le monde et qu'une personne ne se dise pas sur un territoire, ben là j'aimerais bien y aller, mais c'est pas pour moi. Là, il y a un échec de la politique publique. Voilà. Et c'est autour de ça, je pense qu'il faut, à mon sens, poser les actes forts. J'ai bien d'autres exemples à vous raconter, mais après. Voilà. Merci beaucoup, Olivier. Jean-Paul Lecoq a peut-être l'expérience du grain à démoudre, peut-être. Bah oui, moi en fait, je suis gêné de vous parler du grain à démoudre parce que Ginette Dissler, elle pourrait le faire quasiment mieux que moi, mais on est dans un, voilà, c'est ça, on est dans un espace où hier, les chercheurs m'ont montré que depuis 20 et quelques années qu'on travaille sur la question du cinéma, etc., eh bien, il y avait du sens théorique au travail que l'on fait. Et moi, quand j'ai entendu parler que le lien entre l'éducation nationale et les acteurs de la culture, c'était bien qu'il y ait un troisième acteur qui s'appelle l'élu local, je me suis dit, eh ben voilà, c'est exactement ce que l'on a fait à Gonfrey-Lorcher, à côté du Havre. On avait une directrice d'école qui était très engagée dans le dispositif école et cinéma, qui s'appelle Nicole Turpin, je vais la citer quand même, parce que c'est un monument, j'allais dire historique, là, c'est un monument dans notre ville culturelle, enfin voilà, intellectuelle. Il y avait Ginette Dissler qui portait le cinéma à la Maison de la Culture au Havre avec... C'était un combat, enfin c'est un combat toujours de porter cet élément-là, même si ça a beaucoup évolué. Et puis ce travail se faisait avec des gamins, mes gamins sont passés entre leurs mains, école et cinéma, et à un moment donné, ils sont venus me voir à la mairie pour me dire et après, qu'est-ce qui se passe après? On ne sait pas. Et est-ce que l'on peut faire quelque chose pour après? Ils avaient l'idée de dire, il faudrait faire un festival où les propriétaires, les initiateurs, ou ceux qui l'organisent, ou ceux qui font tout, sont les jeunes. Mais tout, d'être à côté de la gestion de l'association, parce que leur âge faisait qu'ils ne pouvaient pas être les tenanciers de la banque, on va le dire comme ça, des deniers de l'association, mais il y avait que ça, qui faisait qu'ils ne pouvaient pas faire tout le reste. Ils le faisaient. La sélection des films, la présentation, le travail. Donc 1 an de travail, c'était ça l'idée du cinéma, et c'est toujours actuellement ce qui se passe. 1 an de travail d'un groupe de jeunes. En tout, il y en a un peu plus de 200 qui sont passés dans ce dispositif du Festival du Grain à démoudre. Le titre a tout son sens, le nom a tout son sens. Et donc, de ces 200 jeunes qui sont passés,
eh bien, ils font le travail de sélection des films, de créer les différents ateliers, de réfléchir aux différents ateliers qui pourront être proposés, d'initier, alors maintenant on est à un niveau européen, d'initier des concours de scénario, d'initier, enfin voilà, il y a une démarche qui couvre toute la dimension du cinéma qui se fait, et un an de travail pour, là c'est du 20 au 28 novembre, pour une semaine de présentation au public de leur travail, par eux-mêmes toujours. Et donc, vous mesurez là les différentes tâches entre le travail qui a été fait à l'école, on en a discuté pendant ces 2 jours, et puis le travail qui se continue après avec un autre positionnement. C'est-à-dire l'idée qu'au bout du bout, je contribue aussi à une transmission en tant que jeune. Je suis jeune, j'ai 15 ans, j'ai 16 ans, et je vais transmettre à travers cet outil qui est le Festival du Grain des Moudres, je vais transmettre ce que j'ai dans la tête, mes émotions, ce que je vais transmettre dans le cadre du festival. Et surtout, je ne le fais pas seul, parce que c'est une démarche collective. Et là, vous imaginez, il y a des enseignants, vous imaginez quand on commence à avoir une démarche collective au niveau des élèves, il y a quand même une partie de gagner. Et quand là, vous avez des élèves qui sont capables, enfin des jeunes, pardon, qui sont capables de discuter entre eux, de critiquer, de parler. Souvent, le premier résultat, quand on dit quel est le résultat sur les jeunes, ils parlent. Ils défendent une idée. Et ils défendent parce qu'ils veulent sélectionner ce film, mais ils expliquent pourquoi ils veulent le sélectionner. Donc ça veut dire qu'ils ont déjà identifié des éléments dans l'œuvre qui permet de le porter. Alors les thèmes, on aurait pu penser que ça évolue en 20 quelques années de Festival du Grain des Moudres, ça reste toujours les mêmes. Les questions de genre, les questions sexuelles, c'est des adolescents, c'est entre 15 et 25 ans, les questions de relations aux parents, l'adolescence et les parents, à travers le cinéma, il y a aussi des choses de fait, les questions de migration, les questions d'égalité homme-femme, toujours présentes dans cette sélection des choses qui les préoccupent, mais avec des œuvres différentes, avec une recherche différente, avec l'effort d'aller voir des œuvres originales, en version originale, parfois en version sous-titrée en anglais, parce que l'œuvre elle n'existe pas forcément en version sous-titrée en français. Vous imaginez le travail que ça demande à chacun d'entre eux pour appréhender l'œuvre et pour pouvoir ensuite la porter dans le cadre du festival. Donc c'est ce qui est proposé par ce Festival du Grain des Moudres. Et je regarde en même temps mes fiches. Et alors, au début, on était dans l'éducation à l'image, parce que c'était le grand défi. Alors maintenant, l'éducation à l'image, je pense que les jeunes font beaucoup plus d'images que nous. Beaucoup plus. Et qu'ils ont le sens, y compris quand ils font leur petit film, leur petite capsule, etc., le sens et du cadrage, et du rythme, et de vraiment, bientôt ça va être inné. On va faire ça à 5 ans, les gamins, ça commence sur les... Et donc, on est dans cette dimension de dire, il y a l'œuvre courte, on a vu plein de petits films, voilà. Et puis, il y a l'œuvre longue. Et moi, à chaque fois, ça me ramène au SMS et au bouquin. J'écris des choses rapidement, je fais des petits textes, je lis des petits livres de quelques pages, et moi je voyais mes enfants, dès que je leur présentais un livre, ils commençaient à regarder l'épaisseur. Je me disais, ce sera pas possible, c'est pas pour moi. et il fallait rentrer dans l'histoire. Et bien c'est pareil avec ces œuvres, avec ces films. Au début, quand on leur dit, et cassé, on voit des entrées dans des films parfois lentes, on a du mal à rentrer dans l'histoire. Et quand on arrive à franchir ce pas, le plaisir qu'on arrive à prendre, parce qu'on a de l'inattendu. On a quelque chose qui vous arrive, vous ne l'avez pas vu arriver, et c'est un tsunami de plaisir qui vous envahit, et ben, ils vivent tout ça. Et donc, c'est pas seulement l'éducation à l'image, c'est aussi le fait de prendre le temps que le plaisir grandisse en vous à travers l'écoute d'une œuvre, à travers le regard d'un film, etc. Et cette relation au temps, cette relation au court, au long métrage, etc., c'est quelque chose
qui justement, dans ce festival du Grain des Moudres, a fait grandir vraiment des jeunes. Je termine, il faut me faire des signes 2 minutes avant, s'il te plaît. D'accord. Je note, il reste 2 minutes, donc comme ils font tout dans le festival, il a fallu qu'ils apprennent la maîtrise des outils de communication, il a fallu qu'ils apprennent la présentation, il a fallu qu'ils apprennent la mise en scène, y compris la mise en scène du festival, y compris la mise en scène de la cérémonie d'ouverture, de clôture, l'accueil des gens, l'interpellation des gens. Pendant cette semaine, il va y avoir 2500 scolaires qui vont passer cette année dans ce dispositif du festival du Grain des Moudres. C'est extraordinaire, extraordinaire. Et donc, il faut vraiment qu'on voit ça, engager bénévolement, évidemment. Et puis, il fallait des professionnels, alors ça voulait dire un budget. Ça voulait dire un budget qui apparaissait énorme aux yeux des élus, il faut être clair. Moi, à chaque fois, j'ai mis mon mandat en jeu sur ce festival. À chaque fois. On a traversé des crises financières, etc. À chaque fois, j'ai dit, on touche pas. On sanctuarise, on ne touche pas. Ah, mais tout le monde fait un effort, il faut aussi qu'il fasse un effort. Il n'y a pas de raison qu'il ne fasse pas d'effort. On ne touche pas. Et j'ai dit, si vous touchez, c'est bon. C'est mon dernier mandat. Ça s'arrêtera là. Mais à chaque fois. Hein. Et je pense qu'il fallait, parce qu'il y avait quelque chose qui nécessitait continuité et qui nécessitait. On ne pouvait pas descendre de niveau, on ne pouvait que monter et on ne pouvait pas. Vous passez des acteurs, des 2 animateurs qui encadrent les jeunes, vous allez faire quoi? Vous allez en mettre qu'un? Et vous allez dégrader complètement le dispositif. C'est soit il y a le festival, soit il n'y a pas le festival. Et donc, il y a le festival et il fallait des moyens. Je termine. Je fais ça à chaque fois à l'Assemblée. Je dis, je termine. Pour finir, que sont-ils devenus? Parce que c'est important aussi de savoir ce qu'ils sont devenus. Certains, à 25 ans, vous n'avez plus le droit d'être là, en tant que jeune. Mais vous avez le droit d'être là en tant que bénévole dans l'association. C'est le cas. Vous avez le droit de continuer sur les questions du cinéma. C'est le cas. Il y en a qui en ont fait profession. Vous avez le droit d'aller à la rencontre des jeunes, bénévolement. Parce que le festival, vous avez envie d'y aller quand même. Et même si vous n'êtes plus dans le dispositif, vous pouvez aller discuter avec une classe. Vous pouvez aller discuter, voilà, j'étais jeune, j'ai fait ça pendant 10 ans, j'ai fait ça, vous pouvez montrer le plaisir que vous avez trouvé. J'ai plein d'exemples, mais je vais dire le dernier, pour finir, vraiment le dernier, qui a fait du bien à tout le monde. Il y a eu un gamin, il y a 2 ans, qui était très en difficulté, qui ne communiquait pas, qui était... je pense autiste, etc., qui avait des... Il a vécu 2 choses simultanément, c'est d'aller en colonie et d'aller au festival du Grain des Moudres. Ces 2 événements-là dans sa vie l'ont complètement transformé. Si vous le voyez 2 ans après, même ses parents ne le reconnaissent pas, il s'exprime, mais comme jamais il s'est exprimé, il s'exprime en public dans une salle beaucoup plus pleine que celle-là. Même s'il y a du monde. Mais, et pour tout le monde, pour les jeunes et pour tous ceux qui sont acteurs, c'est quelque chose d'important. Et puis je termine complètement. Non, parce que moi j'ai mené des politiques culturelles dans ma vie en tant que maire, et je voulais que la musique rentre dans l'école. Il y avait, quand je suis arrivé comme maire, des éducateurs sportifs dans l'école. Je voulais que le théâtre rentre dans l'école, le cinéma dans l'école, etc. Et un jour on m'a fait venir à l'inspection académique et on m'a dit, monsieur le maire, c'est pas possible. Et j'ai dit, bah si, c'est possible, on a fait ce choix politique. Et il me dit, mais non, c'est pas possible, on ne vous autorisera pas à faire rentrer des profs de musique dans l'école, vous avez déjà des dispositifs, il faut que ça corresponde à un projet pédagogique dans le cadre d'un dispositif de l'éducation nationale. Je dis, oui, mais nous, on a un peu de moyens financiers, et donc on a envie que ces gamins qui sont dans les cités HLM, etc., ils puissent avoir de l'équité, c'est-à-dire plus, peut-être, que les autres. Et il dit, oui, mais l'école de la République, c'est l'égalité. Et je dis, c'est injuste, parce qu'ils sont dans des difficultés plus que les autres, ils doivent avoir le droit à plus que les autres. Donc, l'égalité de l'école de la République, c'est un dogme. Qu'on passe à l'équité de l'école de la République, ce serait bien. Et puis, je termine. Ma dernière action... Ça peut être dans la 2e salle... Non, ma dernière action politique, et je la défendrai jusqu'au bout, c'est de dire qu'il faut rendre tous les transports en commun gratuits pour toutes les classes, pour les écoles, etc. Il y a des villes qui le font pour tout le monde, mais au moins que les écoles, quand elles veulent aller au musée, quand elles veulent aller au cinéma, il n'y ait plus la question du coût du transport. Simplement pour dire, est-ce qu'on sort quand même d'une... Déjà, je vous remercie de l'invitation. Et puis, on sort d'une période quand même assez trouble. Enfin, moi qui m'a beaucoup troublé, mais bon, en tant que, on va dire, militant politique, j'ai été quand même surpris quoi,
de ce qu'on a fait de la culture pendant cette période-là. Vous voyez, une salle de cinéma, et je me remémorais un certain nombre de choses, notamment quelque chose qu'on a fait avec la FNCC, à Fareims, dans une petite commune de Rhône-Alpes, où on avait invité avec la MRF, donc l'Association des maires ruraux, territoire de cinéma aussi, sur la question du cinéma en ruralité. Et je me dis quand même, priver les gens de cinéma dans des salles où il y a 10 personnes, 5 personnes, franchement, j'ai pas l'impression d'être dans la même République. Et on a, à la FNCC, on a vraiment essayé même avec certaines contradictions, parce qu'on sait très bien qu'il n'y a pas vraiment d'unanimité sur ces questions-là, et que c'est assez troublant d'ailleurs, les fractures qu'on a aujourd'hui sur le pass sanitaire. Je me dis quand même, quel temps perdu, et vous disiez tous et toutes à votre... le bienfait de se retrouver dans un lieu commun, de regarder un film, bien de partager de la musique, etc. Et ça abîme notre humanité. Et c'est vrai qu'au niveau de la fédération, on a essayé d'être présent avec d'autres. Quelquefois, on a fait des communiqués, je ne sais pas si vous les avez vus. On est intervenu au niveau du ministère, mais sans beaucoup de résultats, il faut le dire. Et ça doit nous poser question, surtout dans le cadre des présidentielles. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire au niveau de la fédération. On va interpeller les candidats et interpeller un peu la nation, enfin avec beaucoup d'humilité bien sûr, parce qu'on ne peut pas continuer comme ça dans un monde qui se pose des questions, dans le monde dont tu parlais, c'est-à-dire aujourd'hui qui est vecteur d'image, vecteur de questionnement sur notre humanité. Voilà, et j'en viens en fin de cinéma, et je remémorais avec Marie-Christine ce que vous disiez sur l'éducation artistique et culturelle, parce que moi, je n'utilise pas le terme éducation, parce que j'ai un petit peu une indélicatesse par rapport à ça. Je pense qu'on est des êtres sensibles, et en tout cas, on travaille la sensibilisation plutôt, nous rendre sensibles à l'autre, plutôt que s'éduquer à l'autre. Mais bon, chacun a ses termes, et c'est comme les films. Donc chacun a la manière de dire les choses. L'important, c'est ce qu'on fait, ce sont les actes. Et donc, je me souviens quand, il y a très très longtemps, c'est toi qui disais tout à l'heure que tu ne te reconnaissais pas dans un certain nombre de choses que tu voulais sur l'éducation artistique et culturelle. Quand je repense à la Ligue de l'enseignement, on avait fait le forum permanent des arts à l'école avec la Ligue, avec la Ligue de l'enseignement, avec le grand oiseau rare, Jean-Gabriel Carasso, avec Robin Renucci, etc. Et on portait vraiment quelque chose, c'est-à-dire l'émancipation à travers effectivement la fréquentation des arts, mais aussi la pratique des arts. Aujourd'hui, on a quand même essayé d'élaver tout cela pour aller vers le 100%. Moi, par exemple, au niveau de la convention qu'on a avec le préfet, il voulait absolument mettre le 100%. Voilà, parce qu'il fallait qu'il y ait le 100%, etc. Et ça traduit un peu ce que tu disais, Jean-Paul, sur l'écoute des territoires, sur ce qu'on fait vraiment dans les territoires et le respect qu'on doit porter à ce qui se pratique dans les territoires. Et Enfants de cinéma, donc, a été... j'ai vu très récemment Jean-Pierre Daniel qui est venu voir le film Twist à Bamako, et on a reparlé un petit peu de ça. Jean-Pierre qui est un des fondateurs. Hein, et je veux dire que voilà, aujourd'hui, il y a Passeurs d'images et Enfants de cinéma. Je crois que personne n'est en trop, et on a vraiment besoin de travailler ensemble. Je crois que cette question, elle est essentielle. Tu parlais du triptyque professionnel, élus et institutions. Il est essentiel. Et je crois que en fait, cette période qu'on a vécue, elle nous a éloignés les uns des autres. Donc, je salue cette manière de faire, parce que je crois qu'il faut partout on se retrouve, et puis on parle aussi de nos pratiques pour faire émerger peut-être quelque chose de commun. C'est un peu la manière dont on travaille aussi à la fédération, à la FNCC, et notamment sur la question, bien sûr, du cinéma. Et pas simplement sur les problématiques que le gouvernement aujourd'hui, sur lequel est très incitatif, avec notamment ces 34 millions aujourd'hui sur la diffusion et
sur la production. Comme ça a été dit, on en parlera dans le deuxième round, je crois qu'il faut une autre politique d'État et surtout une plus grande adéquation entre la synergie qu'il peut y avoir entre professionnels, collectivités et État. C'est quelque chose qu'il nous faut inventer parce que la société elle bouge. Pour revenir à notre expérience, à nous, petite expérience Martégal, nous on a la chance on a beaucoup de ressources. Et ça c'est une question essentielle parce que la ressource, c'est ce matin, je m'excuse, j'ai pas pu être là hier, voilà, mais je sais que voilà, les enfants de cinéma travaillent sur la ressource. Et quelle est cette ressource? La ressource, c'est l'enfant déjà, c'est la personne humaine, c'est une fabuleuse ressource. Après, il y a les enseignants, il y a les professionnels, il y a ce qu'on connaît à Valence. Nous, ça fait 30, 50, 40 ans qu'on travaille avec l'équipé, avec François Boursier, avec Jean-Pierre, tout ça, toute l'équipe. On fait des films d'animation dans les écoles, on en a, mais c'est une richesse extraordinaire. Et c'est vrai que ça change le regard quand on voit ces enfants inventer un scénario, inventer une histoire. Quand on les voit sur la table Mashup, voilà, prendre le réel, transformer en imaginaire, et cette complexité. Alors, on a parlé beaucoup ce matin de la question cognitive, mais en fait, on construit sa personnalité, on construit aussi sa réciprocité. Et quand on a vécu ça dans une ville, vous comprenez bien que c'est un peu difficile de s'en défaire après. Voilà, par exemple, nous, on a quelque chose depuis maintenant 5 ou 6 ans avec une classe SECPA. Mais il faut voir ce que ça représente. C'est vraiment par rapport à la politique aujourd'hui qu'elle est menée dans ces SECPA, c'est quelque chose qui est, à partir du moment où c'est pris en charge effectivement par le collège, ça donne des résultats extraordinaires, vraiment en tant que production artistique, et puis aussi producteur de personnes qui sont, comme tu le disais, confrontées à un autre monde. Et c'est ça aussi, c'est que malheureusement peut-être l'école, il faudrait qu'elle confronte un peu plus. Donc je viens à la question de la ressource. C'est vrai que quand on a une cinémathèque, quand on a un cinéma public, quand on a des studios, quand on a voilà, tout un écosystème, eh bien c'est plus facile. Hein. Encore faut-il les utiliser à bon escient. Et la question sur laquelle on travaille aujourd'hui, nous, c'est de mettre en équation, c'est faire du lien finalement. C'est faire du lien parce qu'aujourd'hui, on travaille beaucoup sur la question, bien sûr, de l'enfance, mais surtout des petits-enfants. Et par exemple, tu disais, la salle qu'on a inaugurée, la Cascade, qui est une autre version d'un cinéma qui existait depuis les années 78, mono-écran, classé avec tous les classements, tous les labels, etc. Mais qui restait, malgré qu'il recevait 3000 enfants par an, coordinateur départemental de école et cinéma. Voilà, on a voulu changer de braquet et puis essayer de construire autre chose. Voilà, une autre représentation finalement du cinéma d'art et essai pour en faire un cinéma populaire. C'est ça l'idée. Et avec une salle qui est dédiée, une salle d'expérimentation à l'image. Donc avec une salle qui est à la dimension des enfants, mais dans lesquelles voilà, les parents et puis tout le monde peut se retrouver, puisque l'idée aussi c'est de casser un peu le code école et hors école, c'est-à-dire temps scolaire et hors temps scolaire. C'est-à-dire de mélanger tout ça, de faire en sorte de prendre les gens comme ils sont dans leur vie, quoi, et les enfants comme ils sont dans leur vie. C'est-à-dire que ce qu'ils font à un moment donné, ils peuvent le faire à un autre moment, avec d'autres personnes, et d'avoir cette facilité d'adaptation. Donc ça veut dire que les équipements, ils doivent être faits pour ça, et les professionnels, bien sûr, ils doivent être à l'écoute. Ce n'est pas forcément quelque chose qui doit partir d'eux, mais qui doit partir des personnes, des enfants, des familles. Donc tout ça, c'est une politique, après tarifaire, c'est une politique qui encourage finalement la venue au cinéma en famille, avec beaucoup
beaucoup de diversité, de représentation. Je veux dire, du cinéma qui peut être aussi, voilà, on a la chance en France d'avoir la DRC, donc l'Agence de développement régional du cinéma, qui a un fonds patrimonial. Il va falloir conclure, là. Voilà, un fonds patrimonial extraordinaire. Donc voilà, l'objectif, c'est finalement, c'est comment on crée du lien entre les différents acteurs, comment on fait en sorte que, merci, comment on fait en sorte finalement que dans une politique publique, tout le monde se retrouve et personne ne soit oublié, parce que voilà, pour le cinéma en particulier, eh bien, personne n'est en trop. Donc voilà, c'est notre rôle d'élu. Merci. Tu as légèrement dépassé ton temps de parole. Tu pourrais devenir député sans problème. Donc là, je vais vous demander peut-être de vous livrer donc, un exercice plus contraint, plus court. Voilà, je vais être obligé de... voilà, je pense que ça ne gênera pas, qui est la seule à avoir respecté son temps de parole. On va dire. 2-3 propositions. Voilà, 2-3 propositions qui vous tiennent à cœur pour améliorer aujourd'hui le contrat que l'État et les collectivités pourraient passer ensemble afin de garantir davantage d'égalité, d'équité, bon, c'est deux termes très différents, favorisant donc l'accès des populations à l'éducation artistique et culturelle, à la sensibilisation éducative et culturelle. De ce point de vue-là, c'est artistique et culturel. On ne rentrera pas dans ce type de débat, on s'entend bien, mais voilà, pour qu'on puisse ouvrir le débat avec la salle, 2-3 propositions phares chacun. En gros, si vous étiez président, si vous étiez ministre, qui s'y colle en premier? Olivier Péverelli? Allez. Alors, la première est pour moi autour de l'expérimentation. Alors les élus, on est un peu schizophrène parce qu'on met, on vote des règlements quand même. Et puis au bout d'un moment, mais l'important c'est de s'apercevoir ce que ça produit, donc l'évaluation. Et quand il y a trop de carcans, ça ne fonctionne plus dans l'éducation artistique. Si on a de l'ambition, moi je pense qu'il faut laisser encore beaucoup plus de place à l'expérimentation. Ça veut dire que dans les budgets, il faut consacrer, il faut consacrer des budgets où la règle reste vraiment l'expérimentation et sans forcément contractualiser avec des structures conventionnées, avec des acteurs qui soient identifiés. Je crois qu'il faut qu'on laisse vraiment ouvrir cette imagination-là, parce que ça fait partie, si on parle de l'art, le spectre artistique il est immense, et si on veut vraiment lui donner un des rôles, moi, qui me semble important justement, c'est cet esprit critique, et donc cette éducation à l'esprit critique, il faut vraiment l'ouvrir à toutes les initiatives, et bien entendu avec un travail autour de ce que ça produit, et en se disant que en plus si on veut vraiment être honnête, la transformation quand il s'agit de l'humain, elle ne se voit pas en quelques mois, elle ne se voit pas forcément en 2 ou 3 ans, elle se voit peut-être au cours d'une vie. Donc il faut accepter aussi et se dire que l'expérimentation, ça produit toujours quelque chose. Donc il faut casser ce carcan à un moment et vraiment l'ouvrir sur des critères qui sont sans critères. Voilà. Moi, je veux bien rebondir dessus parce que j'ai été rappelé alors par la Chambre régionale des comptes, parce que mon budget dépenses imprévues en investissement était correct, mais en fonctionnement était trop élevé à leurs yeux. Et si je l'avais fait élevé avec mes collègues, c'était justement pour répondre au projet qui arrivait en cours d'année, qu'on n'avait pas mis dans le budget, mais avec des gens à qui on ne pouvait pas dire qu'il faut attendre l'année prochaine, mais à qui on pouvait dire oui, votre projet est intéressant, etc. Oui, on va le financer maintenant. C'est pas prévu dans les budgets, dans les lignes habituelles, mais on va faire un virement de crédit, comme on dit chez nous, dans les communes, pour vous permettre de financer ça. Et ça me paraît important, parce que il faut changer ce rapport
En fait, il faut que les gens puissent rêver. Il faut que les gens puissent sortir de ce carcan financier. Je le dis comme ça parce qu'à un moment donné, c'est ça. Les gens pensent en fonction du budget qu'ils ont. Mais non, il faut qu'ils pensent en fonction de l'objectif, il faut qu'ils pensent en fonction du public qu'ils ont, il faut qu'ils pensent en fonction des moyens qu'il faut développer pour mettre en œuvre ce travail culturel. Et au bout du bout, il faut qu'ils budgétisent, et puis il faut qu'on cherche ensemble les moyens pour mettre en œuvre cet objectif. Mais il faut qu'on arrive à penser comme ça maintenant. Parce qu'on est arrivé dans l'autocensure Bercy, ils ont créé une société où c'est l'argent d'abord. Eh ben non, c'est pas. Alors je vais pas prendre le slogan parce qu'après ça va faire trop politicien, mais non, je vais prendre celui du secours populaire. L'humain d'abord. Tout ce qui est humain est nôtre. Voilà, tout ce qui est humain est nôtre. On commence par ça, ce qui est humain. Et ensuite on budgétise. Et puis la deuxième chose, si j'étais président, puisque le Normand on peut dire ça, eh bien je ferai en sorte que les zones ZEP, REP, etc., qui sont là justement pour l'équité, qui sont là pour dire il faut donner plus, etc., soient des espaces de sublimation de l'éducation et de l'action culturelle, bien plus que de dire on met un peu. Certes, c'est bien, on ne va pas dire que c'est pas bien, mais il faut que ce soit mieux que ça, parce qu'en fait, ce que l'on découvre, alors maintenant c'est connu en France, c'est que dans tous ces quartiers où ça souffre, dans tous ces quartiers où c'est compliqué, dans tous ces quartiers où on cherche un sens à la vie, et cet espace de recherche dans la tête de chaque individu donne des capacités créatives extraordinaires, mais vraiment extraordinaires. Regardez tout ce qui sort de ces quartiers-là, dès lors où ils ont un peu les moyens. Et donc voilà, mais d'autres l'ont aussi, mais ils l'ont eu par d'autres biais. Ils l'ont eu parce que leurs parents leur ont permis d'accéder à telle chose, à telle chose, à telle... Donc ils ont aussi cette capacité. Mais comme ils l'ont fait de manière individuelle avec la famille et tout, et que les autres ils ont souffert de manière collective dans la rue, au pied de l'immeuble, etc., ils ont un truc de plus dans cette capacité. Comment ce truc de plus profite à tout le monde? Parce que c'est ça l'évolution de la société. C'est comment cette situation, elle fait grandir toute la société. Et dans la relation, y compris la relation politique. Là, il ne va plus voter les jeunes, il faut chercher pourquoi. Dans la relation à la politique, dans la relation à tout ça, eh bien peut-être que le jour où on va commencer à dire, alors ça se dit, les talents des cités, etc., ça se dit un peu, c'est plutôt de la com autour de ça d'ailleurs, mais bon. Mais au moins, ça veut dire qu'il y a un peu une reconnaissance. Et qu'on commence à se dire que vous avez aussi un rôle à jouer, mais c'est pas de leur dire, c'est de leur laisser jouer le rôle. Il ne faut pas leur dire vous avez du talent, etc. Laissez-les jouer, laissez-les le mettre en œuvre, laissez-les, etc. Et filtrez pas les choses. Donc si j'étais président, je donnerais de l'argent, quoi qu'il en coûte. Merci. Donc on se résume, faciliter l'expérimentation en éliminant les critères de sélection, le droit à rêver, donner plus là où il y a moins. Qui continue? Moi, je prends toujours une même échelle. Alors c'est pas que je suis insistant, mais c'est vrai que j'ai pris l'échelle tout à l'heure nationale, mais je pourrais évoquer ce qu'on a fait à Lille depuis longtemps, depuis cette quinzaine d'années, en créant les plans artistiques, le plan patrimoine, toute la déclinaison politique du projet éducatif de la ville de Lille et de la ville de l'Homme, commune associée, les moyens qu'on y a mis. Tout à l'heure, tu as évoqué la capacité qu'on a à mieux traiter peut-être et plus traiter les quartiers prioritaires, les écoles prioritaires, et les enfants qui en ont besoin parce qu'ils n'ont pas le patrimoine peut-être éducatif ou les parents qui vont bien avec. On a ces questions-là qui sont prégnantes. Moi, je reviens quand même sur la question de l'ambiguïté, en tout cas des politiques qui ont été menées depuis 2017. Je reviens quand même sur le rythme scolaire. Et je vous rappelle quand même que la loi n'a pas été touchée, elle n'a pas été brisée, puisque aujourd'hui on fonctionne toujours, en tout cas en ce qui concerne l'homme, sur les 5 jours éducatifs. Donc on est la seule commune du Nord à avoir gardé ces 5 jours éducatifs, même si ça a frondé, même si on nous a demandé le fait de déroger à la loi. Voilà, aujourd'hui il vous reste, je ne sais pas si vous savez, à peu près 15% des villes et à peu près un peu plus, 18% on va dire, des enfants qui sont à 5 jours éducatifs. Le reste est passé aux 4 jours, qui dit pas
son nom, mais aux 4 jours éducatifs, parce qu'on est là, on a supprimé 35 à 40 jours d'école par an. On a supprimé 35 à 40 jours de culture par an aussi, d'accès à culture à l'école aux enfants, pardon, aussi par le même coup, quoi. Bon, alors je reviens quand même sur ces questions-là parce que quand on ne s'est pas décidé, mais puisque nous on était une commune qui avions anticipé un peu la loi, parce qu'on avait travaillé avec Payon à l'époque, en 2010, à un certain nombre de communes, Brest notamment, Nevers, donc l'Homme et d'autres, hein. On avait donc eu l'idée de travailler avec les enseignants pour mieux lier, j'insiste, hein, le temps scolaire et le temps périscolaire. Et ça, c'est vraiment une question fondamentale, la question du parcours, aussi bien au niveau local qu'au niveau national, pour briser ces temps d'appropriation, parce qu'on n'est pas chez nous à l'école quand c'est le temps scolaire, hein, tout le monde le sait, le maire prête les bâtiments, tu sais ça aussi bien que moi, et on récupère les compétences évidemment sur le temps du midi, hein, et la pause méridienne, et évidemment des accueils de garderies ou des centres de loisirs. Et on a souhaité, nous, à penser, pas seul, avec les associations, avec les parents d'élèves, avec les enseignants, c'est dire, avec l'IEN, etc., ce que nous on a appelé les parcours éducatifs. Et 10 ans après, ces parcours éducatifs qui ont été pensés donc, ensemble existent toujours. Alors certes, ça demande 500 000 €, mais c'est un choix politique de la ville de l'Homme, financé par l'île, vous avez bien compris, donc de conduire ces parcours éducatifs. Mais je n'ai pas l'assurance pleine et entière qu'ils continueront 10 ans de plus. En 2022, tu as évoqué la question présidentielle. Est-ce qu'ils vont sortir de l'ambiguïté pour dire, bon, ben maintenant, c'est réglé, puisque tout le monde est quasi à 4 jours, on y va, on revient sur le modèle, et c'est 4 jours éducatifs, 4 jours d'école pour tout le monde. Ce qui pose aussi d'autres questions, évidemment, d'engagement pour les collèges, puisque à l'Homme, on a souhaité avoir, nous, une continuité éducative aussi entre ces fabriques de parcours éducatifs en école avec nos interventions donc en collège. Entre-temps, le département qui avait créé un projet éducatif global départemental avec une bascule donc, politique est parti sur autre chose. Voilà. Moi, j'aimerais bien qu'on sorte de l'ambiguïté et qu'on ait un cadre quand même national, mais qui réponde en fait aussi à vos aspirations locales, voilà, qui fait que sur le quartier, sur l'école, sur ce groupe-là, on mène des projets formidables, quoi. Bon, mais on n'a pas cette lisibilité, et surtout, il y a un autre problème en tant que membre du réseau français des villes éducatives, on se pose, c'est le combat contre les inégalités éducatives et culturelles dans ce pays. Alors, contrairement à ce qu'on a dit, la loi de Payon 2012-2013 devait combattre en fait ces déterminismes sociaux et économiques pour améliorer les choses. Et en définitive, aujourd'hui, j'ai un doute sur forcément le projet politique qui nous est proposé et sur les moyens que nous donnons collectivement pour améliorer les choses. Donc moi, je souhaiterais en tout cas sortir de l'ambiguïté, plutôt par le haut, hein, vous avez bien compris, hein, rajoutant peut-être un jour d'école complémentaire, 5 jours éducatifs, donnant les moyens à l'éducation populaire, parce qu'aujourd'hui, elle souffre terriblement. Tout à l'heure, tu l'as évoqué dans ton propos, hein, les bénévoles se font rares, les assos ont moins de financement pour des raisons diverses et variées. Les politiques, quand ils sont volontaires, ils mettent de l'argent, d'autres non. Donc il y a un paysage qui est totalement pas dévasté, mais qui est hétérogène. Moi, j'aimerais bien qu'on retrouve un peu de clarté, notamment sur le sens de ce qu'on fait au plus haut niveau. Merci. Florian, et puis on laissera le soin à leurs camarades. Je crois que de conclure, c'est de rendre de prise de parole, puis on verra avec la salle comment on continue. Ouais, 3 propositions. Je reprends ce qui a été dit précédemment sur la question de l'expérimentation. Je pense que voilà, une petite histoire qui est possible dans nos communes. Des jeunes posent problème dans un quartier. Ils sont un peu en dehors des radars. En fait, on va les trouver, on discute sans rien leur proposer. Et finalement, il y a 2 courts-métrages qui se sont faits. Ils ont écrit tous les textes. Ça s'est passé le premier, ça s'est passé en 1 semaine. On a mis tout à disposition, on a mis un peu des moyens financiers. Et c'est vraiment quelque chose de vraiment très, très, très intéressant. C'est pas juste.
Parce que le problème, c'est nous, on peut le faire, mais ailleurs. Et ce que tu disais tout à l'heure, il y avait à une époque, il y avait le Fonds d'intervention culturelle, qui justement, aujourd'hui, on va fleurir les appels à projets. Bon, c'est ce qui tue, pour moi, c'est ce qui tue les politiques publiques. Et puis c'est aussi très pervers. Je pense qu'il y a besoin dans ce pays, effectivement, d'encourager ce que tu dis, l'expérimentation partout, mais vraiment d'une manière, on le voit dans l'industrie, dans la transition énergétique, etc. Ben, c'est ce qu'on fait. Hein. Pourquoi on ne le fait pas dans la culture? Pourquoi pas cette ressource qui constitue les gens qui vivent dans les villages, dans les quartiers, etc. Moi, j'ai la chance, voilà, il y a 1000 visages, donc je ne sais pas si vous connaissez cette école un peu atypique qui va s'installer à Martigues. Ben, regardez le film Fragile d'Emma Benasta. Ce sont des gens, des jeunes, voilà, on peut dire de cité, voilà, mais qui ont des choses à raconter, qui la racontent d'une manière complètement différente, voilà, extraordinaire. Et on est privé de ça. Notre République, elle se prive de toute cette intelligence. Donc l'expérimentation fondamentale, on pourrait même appeler ça le FIS, le Fonds d'intervention spécifique culturelle ou cinéma, ce serait rigolo. Donc voilà, il faut que l'expérimentation elle soit donnée à tout le monde et pas simplement au cluster, etc. Partout, il y a de l'expérimentation et je le dis, surtout dans les communes rurales. Voilà. La deuxième proposition, c'est sur la gratuité. Il me semble que tu l'as dit, les transports. Quand une commune n'a pas d'argent, une petite commune, comment elle fait pour payer le car, le bus, etc. Ben, qui le paye? C'est inscrit. Alors il y a une perversion, c'est inscrit dans les programmes. C'est-à-dire, c'est obligé maintenant, on a réussi à l'imposer dans comment on appelle, les conseils d'école, mais qui paye? La commune. Donc la commune paye l'école et les parents, ils continuent à payer ce pourquoi, soi-disant, l'émancipation des enfants. Tout ça devrait être gratuit. On a bien trouvé de l'argent pour le pass culture, ça a coûté 380 millions. Donc il y a de l'argent dans ce pays pour que tous les enfants, commençons par les enfants voilà, dans les écoles, et faisons en sorte que partout ces enfants ils puissent aller au cinéma 3 fois par an ou 2 fois par an, mais dans des conditions qui sont de l'école publique gratuite, laïque. On a la réunion vendredi sur le comité de dispositifs scolaires. Patrick, tu y seras, je pense. Et la question de l'école et de la maternelle et cinéma. Il y a une expérimentation qui est faite dans les départements. Là, on doit la généraliser. Mais qui va payer? Donc c'est encore les familles qui vont payer, et puis les collectivités qui vont payer, les villages. Alors que, vous le savez très bien, les collectivités perdent de l'argent, on les ponctionne de plus en plus. Ce sont des dotations, ils ne lèvent plus d'impôts. Donc c'est compliqué tout ça. Quand, Jean-Paul, tu dis c'est une bataille, mais c'est une bataille chez nous. Parce que quand il faut faire passer 10 000 euros d'un côté à un autre, je vous assure, ça ne se fait pas comme ça. Il n'y a pas d'opération de passe-passe. Donc l'État doit être là, vraiment, pour garantir cette équité. La troisième proposition, c'est sur l'équité de territoire. Il y a dans des endroits, il n'y a pas grand-chose. Bon, par exemple, il y a le HANSI, le cinéma itinérant. Mais franchement, des fois, ils ont le moral, quoi. Ils n'ont pas les moyens pour faire vraiment un travail, parce qu'il manque, de moyens, il manque aussi quelquefois d'accès aux films dans leur diversité. Donc il y a vraiment quelque chose à faire là-dessus, et c'est la responsabilité de l'État. Et d'autant plus maintenant on a des outils qui sont intéressants. Ça fait longtemps qu'on attend ça, n'est-ce pas Marie-Christine? C'est les conseils locaux pour la culture, les conseils territoriaux locaux pour la culture. C'est une déclinaison de ce qui se passe au niveau national, où il y a toutes les associations de collectivités. Peut-être juste une petite précision de ma part, puisque tu as évoqué maternelle et cinéma, juste pour rappeler que c'est une expérimentation qui a été lancée par les enfants de cinéma. Oui. Voilà, et que la question qui se posait, c'était comment allait enfin aboutir cette expérimentation? Parce que le droit à expérimenter, certes, mais comment est-ce qu'on en tire les leçons et comment est-ce qu'on utilise l'expérimentation pour peut-être aller vers une forme de généralisation, voilà. Parce que ça aussi c'est important. Voilà. Marie-Françoise, pour conclure... Non, je ne pense pas que je vais conclure. Je n'ai pas bien fait l'exercice, mais peut-être parce que finalement, vous m'avez dit,
pensais être président. Non, j'ai pas du tout envie de me positionner comme président. Excusez-moi. Je suis peut-être la seule. Non, je crois pas que je sois la seule. Mais je pense que c'est compliqué. Voilà. Donc, j'en dirai pas plus. Mais voilà, ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est un peu le préambule. Je suis élue que depuis un an. Donc, je découvre un an et demi, enfin un an et quelques mois. Je découvre, on va dire logiquement, les enjeux, la responsabilité, les réunions, les CA, les rencontres, les conseils d'école, les CA importants. Je dis ça parce que je crois que c'est important. Le rôle de l'élu est effectivement extrêmement important. Et moi, ce matin, j'ai appris quelque chose, notamment avec l'intervention de Marie-Christine Bordeaux. Prenons le temps de regarder dans le rétroviseur et analysons aujourd'hui où nous en sommes par rapport à l'essentiel. Et qu'on ne se noie pas sur toute une série de questions. L'essentiel, c'est qui fait quoi, là où il agit, là où il a un mandat, là où il est acteur, là où il est professionnel, là où il est bénévole. Et si je regarde également Véronique Puja, parce que Véronique Puja est vice-présidente du département de la Drôme, en charge, entre autres, de la culture et de l'enseignement. Et ce qui m'a frappé, moi, quand je suis arrivée sur mon mandat, je m'en doutais un peu, mais après, quand on rentre dans le concret, ça a beaucoup d'importance. C'est sur ce territoire deux choses. La première, c'est la pérennité des soutiens, quels que soient les mandats d'élus, sur la durée des équipements culturels, notamment à Lux, mais pas seulement. Et ça, je pense que c'est de la responsabilité des élus, d'avoir cette conscience que lorsqu'on a des équipements culturels, on en comprend le sens, on fait confiance aux professionnels, je l'ai dit tout à l'heure, et ça, c'est extrêmement important. La deuxième chose qui m'a frappée, c'est la qualité des relations entre les collectivités territoriales, entre elles et l'État, pour essayer de combiner, je vais le dire comme ça, je suis d'accord avec tous les mécanismes techniques et comptables que je découvre, mais je ne veux pas forcément trop les découvrir non plus, mais qui font qu'aujourd'hui, pour justifier d'une subvention, effectivement, il faut répondre à un appel à projet. On a empilé depuis des années, je crois, une succession d'objectifs et d'ambitions nationales, régionales, départementales, locales, que j'ai envie de qualifier de toutes légitimes. Je les qualifie comme ça parce que je pense que l'argent public est rare et qu'on n'a pas le droit de faire n'importe quoi avec, je me le dis un peu comme ça, mais qu'il faut travailler ensemble et en s'appuyant sur les missions des professionnels, sur les équipements, et sur le réseau évidemment associatif qui va apporter des éléments, mais déjà faisons ce petit retour en arrière, faisons un petit bilan ensemble, peut-être localement, et deuxièmement, faisons confiance aux professionnels et voyons comment on peut travailler ensemble et dépasser effectivement. Moi, je ne suis pas opposée aux expérimentations, mais je suis aussi convaincue, et pour voir le travail d'évolution des missions qui ont été confiées, par exemple à Lux, c'est qu'aujourd'hui, à Lux, on ne se contente pas d'accueillir des artistes, de faire une programmation et d'innover sur certains spectacles. On travaille aussi à aller chercher les publics dans le monde rural. Il y a des liens qui se font. Non, mais voilà, les réfugiés, un accueil avec les réfugiés. C'est-à-dire que les expérimentations, aujourd'hui, elles existent. Donc, c'est ma deuxième proposition, c'est travaillons à comment on communique sur ce qui existe. Et je pense que ça se décrète pas, ça relève de... Allez, on ne s'appuie pas sur des œuvres médiocres. J'ai bien aimé votre intervention ce matin, parce que moi, depuis que je suis élue, c'est ma deuxième proposition. Je m'efforce de bien nommer les choses. Ça veut dire quoi de bien nommer les choses? Pas seulement pour rendre si on les nomme mal, on rend les gens malheureux, je ne sais plus qui a écrit ça, Camus, je crois. Mais bien nommer les choses, quand on est un élu, c'est aussi dire oui ou non à telle ou telle subvention, et c'est dire là, je finance tel équipement parce que je soutiens la création, je soutiens la diffusion. Là, je finance telle structure parce que nous sommes dans le domaine de l'animation socioculturelle. Ça n'exclut pas qu'il y ait des partages de projets et d'actions entre le secteur de l'animation socioculturelle et avec le monde, entre guillemets, plus large encore, des équipements culturels. Je crois qu'on a aussi besoin, chacun, de savoir ce que veut dire art, artiste, artisan d'art. Alors là, je fais un peu plus référence à ce qui est art plastique, c'est le sujet sur lequel je travaille en ce moment, mais qu'on définisse bien les choses pour que chacun s'y retrouve. Et chacun a sa légitimité. Simplement, il faut savoir où on se place et ce qu'on finance. Et quels sont nos objectifs. On a la responsabilité de définir des objectifs clairs qui donnent du sens. Et le sens sur un territoire,
c'est effectivement de défendre des budgets culture au sens budget culture, mais quand on nous dit, je pense au DGS de Valence-Romand-Aglo, tout le monde doit participer à l'économie, il ne faut pas s'empêcher de réfléchir à quelle économie on peut faire. Et c'est là où le détour il peut être fait, c'est trouver d'autres partenariats. Pour moi, la culture, elle n'est pas exclusive, ça a un rapport avec l'éducation, bien évidemment. Et donc le débat sur le ministère de la Culture et le ministère de l'Éducation qui est posé un peu par Marie-Christine Bordeaux m'intéresse, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi réinvestir et pouvoir avoir une parole sur la place des investissements que je vais qualifier artistiques et culturels sur le plan économique, sur le plan du bien vivre, sur le plan de l'urbanisme, etc., etc. C'est-à-dire que je pense, ma proposition, c'est de se dire, regardons déjà ce qu'on fait, ce que nous avons fait, ce qui a été fait, et essayons de penser pour demain la place du cinéma, mais la place de l'ensemble des arts dans un tout qui est en construction. Et c'est là où je dis, je ne veux pas être président, quoi, parce que ça doit être très compliqué quand même de se poser toutes ces questions. Mais on en est là aujourd'hui, je crois qu'on doit aussi garder un peu d'humilité sur le territoire, sur nos territoires, et de ne pas opposer les choses. Voilà, quand je dis qu'il faut nommer, bien nommer, c'est aussi de ne pas opposer les choses. On n'amènera pas des grands équipements dans la petite commune de 20 habitants. Par contre, on peut réfléchir à faire des actions et pour apporter les gens, voilà, pour faire en sorte que les gens se viennent. Merci beaucoup. Contribution très précise. Alors, on n'a pas tout à fait une demi-heure pour débattre, mais on a encore 10 minutes, un quart d'heure, donc la parole à la salle. Bonjour, je voudrais d'abord vous remercier Madame Bordeaux. Enfin, tout ce que j'ai entendu ce matin me nourrit et me conforte. Alors moi, je vais parler du côté de l'enseignant, enfermé dans un collège. Je vous dirai pourquoi je dis enfermé, en réseau d'éducation prioritaire, juste à côté, au collège Paul Valéry. Et je vais vous parler un petit peu de ce qu'on fait depuis 10 ans et du fait que ça se passe souvent des élus vers nous, mais que nous, on va rarement vers vous. Là, je crois qu'on est entre personnes de bonne compagnie, donc tout ce que vous dites, évidemment, que ce soit Stéphane ou moi, on souscrit à 1000%. On pourrait reparler de la question de l'éloignement, de la classe inclusive, tout ça. J'ai rien à en redire, vraiment, je me régale, donc je tenais quand même à le signaler. Alors moi, je suis à la fois professeur de français, je fais de l'éducation artistique. J'ai commencé à Lille, dans le théâtre, avec Stuart Sight à la Métaphore, donc c'est pour vous dire que ça ne remonte pas hier. Et j'ai eu la grande chance d'être dans une éducation artistique avec beaucoup de moyens à l'époque. Et puis j'ai migré, et j'ai toujours eu affaire bizarrement à des publics éloignés. Donc éloignés géographiquement, j'ai même travaillé en Nouvelle-Calédonie avec des enfants qui ont découvert le cinéma pour la première fois, leur première séance, avec des enfants qui se donnent la main, qui tremblent, qui découvrent un grand écran, qui découvrent un son incroyable. Voilà, pour vous donner un exemple très fort parmi tous ceux que j'ai pu vivre. Et nous, dans ce petit collège de REP où j'arrive il y a une dizaine d'années, en fait, on n'a pas du tout la culture des projets. On n'a pas du tout cette culture de l'éducation artistique. Et puis petit à petit, avec tous mes collègues, avec beaucoup de collègues, je parle vraiment en leur nom et pas seulement dans le mien, et ben petit à petit, ça se contamine en fait. C'est-à-dire que les projets, parce qu'on a un problème à l'éducation nationale, c'est qu'on sait faire mais on ne fait pas savoir. Et c'est vrai que ce n'est pas dans notre culture. Alors nous, notre grand combat, ça a été de montrer tout ce qui se faisait. Et en dehors de l'école. Et là, je suis complètement d'accord, c'est-à-dire à côté de l'école, dans le périscolaire, mais nous, beaucoup dans les pauses méridiennes. Parce que nous, on a une vraie question, c'est qui mange à la cantine. Les enfants des quartiers, on part chez eux. Et nous, notre combat, c'est que ces enfants-là restent le midi, pour qu'ils participent, par exemple, à ce qu'on appelle chez nous les plateaux du jeudi. Et dans ces plateaux du jeudi, on invite les agents, les professeurs, tous les élèves, à venir voir ce qui se passe dans ces projets-là. Et donc, il y a absolument de tout. Il y a de la chorale, il y a du concours d'éloquence, il y a du cinéma. Et en fait, ça se fait d'élève à élève. Quand vous parlez de passeurs, j'étais très très sensible à votre projet, ça me parle. Alors nous, on vient un tout petit peu théoriser tout ça dans un essai. Je me permets d'en parler parce qu'on l'a conçu au mois de mai. Et en fait, c'est incroyable parce que tous les mots que j'entends depuis ce matin, c'est ceux qu'on développe dans cet essai-là. Et moi, la question du passage, je crois qu'elle doit être beaucoup plus horizontale. Vous avez raison, d'élève à élève aussi beaucoup. Et nous, on les a laissés organiser ces plateaux. C'est eux qui décidaient, qui faisaient l'ordre du jour, qui tenaient la régie son, qui tenaient la régie lumière. Alors au début, ça a cafouillé. La première fois, ça a beaucoup cafouillé. Puis de moins en moins. Et puis après, c'est eux qui ont été force de proposition avec des boîtes à idées.
La deuxième chose que je voudrais dire qui me paraît très importante, c'est comment j'ai entendu parler de massification. Alors moi, c'est mon interrogation depuis 30 ans. Comment effectivement on touche un maximum d'élèves. Nous, on a un livret de compétences dans le collège. Alors on essaie de faire en sorte que chaque élève qui passe par le collège Paul Valéry ait traversé entre sa 6e et sa 3e au moins un grand projet de ce type-là, projet annuel. Mais on achoppe sur plein de difficultés. La question des emplois du temps, la question des répartitions de classes, des enseignants qui sont dans ces classes. Voilà. On essaie au maximum de faire ça. Et nous, la deuxième façon qu'on a trouvé de faire du 100%, bah, c'est de faire savoir auprès de ceux qui ne sont pas dans ces projets-là et qu'on retrouve l'année d'après, parce qu'ils sont venus au plateau et qu'ils se sont dit finalement c'est pas mal de faire du slam, c'est pas mal de faire de l'opéra, c'est pas mal de danser, c'est pas mal de chanter, mais surtout de le montrer. Ils sont valorisés, ils se valorisent eux-mêmes. Et nous, c'est vrai qu'on est relativement contents parce qu'après 10 ans, je pourrais citer tous mes collègues qui sont engagés encore cette année dans un projet. Je sais que Mme Pujard, je me permets de le dire, est très souvent là pour venir voir nos projets. Je me souviens d'un tout premier projet sur la Première Guerre mondiale où vous aviez été présent. Et on sait aussi qu'on est très appuyé. Alors moi, je vais vous poser une question aux élus. Moi, il se trouve que je connais très bien les structures parce que je suis allé vers les structures. Et pas seulement Lux, je travaille avec la Comédie, on travaille avec le CPA, etc. Mais c'est un vrai effort que j'ai fait. C'est-à-dire que je suis allé voir tout le monde. Et parce que j'ai cette connaissance aussi de ce que c'est qu'une structure culturelle. Pardon. Alors moi, ma question, c'est comment on fait qu'on est un petit peu moins loin de vous? Comment on fait pour connaître les demandes de financement? Moi, j'ai beaucoup de collègues qui ne font pas de projet pour une raison toute simple. C'est qu'ils se noient parfois dans les demandes de financement. Alors c'est vrai que maintenant, il y a des référents culture, que c'est un petit peu notre travail. C'est vrai que c'était un peu objectivé récemment grâce à Adage. Mais je continue à trouver que souvent les enseignants s'arrêtent sur des choses aussi simples que celle-là. Et ce que vous avez dit, moi, me ravit. Hein. Il faudrait revenir à celui qui a des envies, à celui qui a des propositions, et peut-être pas attendre systématiquement un calendrier annuel, surtout si le projet en vaut la chandelle. Après, voilà, je comprends parfaitement vos contraintes politiques. Et je sais très bien qu'il y a des financements annuels. Mais voilà, donc c'est toutes ces choses-là que je voulais dire pour rebondir. C'est autant un commentaire et puis un remerciement sincère par rapport à tout ce qui s'est dit depuis ce matin. Je me permets juste de compléter, parce qu'il n'y a pas que les enseignants qui se confrontent effectivement à la rencontre avec les élus locaux, départementaux, régionaux, nationaux, pas souvent quand on est dans une ville, mais et c'est très très compliqué parce que souvent les élus changent. Voilà, donc, quand on a réussi à convaincre un élu que notre travail est passionnant, il a changé. Et puis les dispositifs financiers, c'est très très compliqué effectivement de pouvoir les mettre en œuvre avec les élus parce qu'il y a une question de repérage. C'est très très compliqué. Par exemple, je vous donne un exemple. J'ai une petite école, j'organise une petite école de cinéma avec 16 classes. Il y a une école de campagne qui regroupe 4 communes. Ils m'ont demandé qu'on fasse 5 films avec leur école. Et ils sont prêts à participer sur 3 films, ce qui est absolument exceptionnel en tant qu'école. J'ai posé la question au département, ils m'ont dit non, on ne peut pas, on parlait de la gratuité des transports, ils ne pourront pas faire de son dans un studio. Nous travaillons avec des professionnels du cinéma que nous payons. Pour cette petite école, j'aurai 3 professionnels et le département ne nous suit pas sur un projet comme celui-là, qui est un projet effectivement éducatif, culturel, artistique, dans des petites communes du département. Pour nous, c'est dramatique. C'est plus un retour, un souvenir partagé qu'une question et aussi quelque chose qu'il faut verser au débat dans le cadre des présidentielles. Olivier s'en souvient, hein, avec le maire de Clermont-Ferrand à l'époque, lorsque les 2 ministres, François Domicile et Jean-Michel Blanquer, avaient annoncé ce qu'ils appelaient un plan de relance. La seule question qu'on a posée ensemble, Olivier, c'est comment ça s'articule avec la semaine de 4 jours. Et franchement, ce n'était pas une question politicienne. C'était une question qui reposait sur des constats on ne peut plus concrets et partageables par tout le monde. Et il n'y avait pas véritablement de réponse, et là aussi, ce n'est pas politicien que de le dire. Alors, je vais peut-être prendre juste une dernière intervention, puisque Carole me redemande du temps, il faut savoir, et pour des choses importantes aussi. Michel, il y a aussi. Moi, je vais faire très très court. Je rebondis sur ce qui a été dit juste avant. Moi, je suis totalement dans un autre contexte, on va dire. Enfin, pas totalement, mais voilà, je travaille pour une salle de cinéma indépendante, privée, tout près de Paris. C'est très différent. Et juste, ça me parle beaucoup ce qui a été dit par l'enseignant et par Ginette, c'est-à-dire
d'une autre manière, au fond, plus j'écoute depuis ce matin, moi je suis passionnée par tout ce qui est dit, plus je me rends compte que cette question de comment on arrive à se parler, la multiplicité aussi voilà, techniquement parlant, de choses que des courses, il faut des règles, c'est normal, hein, c'est pas mon métier. Et voilà, c'est pour ça que j'étais très heureuse que cette table ronde ait lieu ce matin. Et j'avais juste aussi envie de dire qu'il y a des cinémas, des lieux culturels qui sont des acteurs. Alors c'est un peu spécial parce que nous on est un cinéma privé, on a toujours eu un patron qui nous a dit il faut qu'on se pense comme un service public. Je veux dire, c'est pas un manque de bonne volonté ou de quelle que soit d'ailleurs une situation, mais je me rends compte qu'il y a une éducation à faire de chaque côté pour qu'on ait le même langage, quoi. Et c'est pas facile. Merci. Je vais quand même vous proposer de prendre 2 interventions, Madame la conseillère départementale, et puis qu'on finisse peut-être en redonnant la parole à nos chercheurs qui nous ont accompagnés dans cette aventure. Merci. Bonjour à toutes et tous. J'ai une toute petite voix, pardonnez-moi, mais c'est passager. Oui, je voulais réagir à l'intervention de l'enseignant du collège Paul Valéry. Tout d'abord, bon, c'est vrai que c'est un collège de la ville de Valence dans lequel j'ai l'occasion d'aller régulièrement. Par rapport à toutes les initiatives, alors entre culture et éducation, voilà, on a déjà 2 mondes. On a déjà 2 mondes qui se croisent, qui se complètent, qui doivent travailler ensemble de toute évidence. Enfin, pour moi, ça me semblait une évidence, mais qui sont chacun dans leur domaine d'intervention. Alors, je reconnais que dans ce collège, comme dans beaucoup d'autres d'ailleurs, il y a des initiatives des enseignants d'éducation nationale qui sont absolument remarquables. Et pour vous expliquer rapidement l'initiative qui avait été prise et à laquelle j'ai pu partager, c'est le concours d'éloquence. Concours d'éloquence qui est donc basé sur le principe du volontariat. Ce sont des élèves qui, volontaires, viennent participer à ce concours et qui s'y préparent avec leurs enseignants sur des sujets qui ont été choisis au départ, des sujets de société, des sujets qui les concernent. Et donc, il y a des éliminations progressives au fur et à mesure, et puis on arrive à la fin, au final, et les élèves qui ont été sélectionnés viennent présenter donc leur argumentaire. C'est vraiment très divers, très personnel, ils peuvent s'exprimer comme ils sont, comme ils veulent. Enfin, c'est absolument fabuleux comme mode comment, j'allais dire, de mettre au monde un enfant devant un sujet, devant un public, devant lui-même. J'ai trouvé ça absolument remarquable. Les enfants osent venir prendre la parole, ont développé un argumentaire, le présentent à leur façon. C'est parfois très théâtral, parfois très conventionnel. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est que pendant que le jury délibère, eh bien, il y a d'autres élèves qui surgissent, accompagnés par un éducateur, voilà, entre autres, c'était un slameur, qui s'est levé, qui est allé sur la scène, qui a slamé, et l'ont rejoint des élèves qui sont forcément pas les premiers de la classe, ceux qui n'ont pas osé se présenter au concours d'éloquence, et qui sont venus sur la scène, devant nous tous, on était là, nous on n'a pas bougé, il n'y a que le jury qui est sorti. Et ils sont venus dire ce qu'ils avaient à dire, avec leurs mots à eux, qui n'étaient pas les mots qu'on apprend à l'école, qui sont d'autres mots, qui sont d'autres façons de s'exprimer. Et j'ai trouvé absolument ça bouleversant, parce que, voilà, là c'est une initiative magnifique, dans laquelle je crois qu'on vous accompagne aussi, d'une façon ou d'une autre, mais la parole a été donnée à tous les élèves, quels qu'ils soient. C'était pas que les meilleurs, c'était pas tous ceux qui sont en difficulté. C'est que tout le monde a écouté tout le monde. Et j'ai trouvé ça magnifique. Parce que je vous écoutais tout à l'heure, et c'est vrai que les intentions sont magnifiques, elles sont belles, et on les partage, on ne peut pas faire autrement. Enfin, si on a un tout petit peu d'humanité, évidemment. Mais il faut que chacun puisse s'exprimer. Il n'y a pas que dans les quartiers difficiles qu'il faut donner de l'aide. Il faut que chacun, et il faut que tout le monde se croise. Il faut qu'on travaille ensemble. Et c'est là où je pense que j'ai une responsabilité en matière d'éducation principalement, mais aussi de culture, de sport et de jeunesse au sein du département de la Drôme. Mais moi, mon projet, c'est pas que pour certains, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Et que tout le monde vive ensemble, et que tout le monde s'entende, et que tout le monde s'écoute, et que tout le monde prenne conscience qu'à côté de soi, il y a des gens qui vivent autre chose.
Et que c'est autre chose, il faut savoir l'entendre, il faut savoir y être sensible et le percevoir. Et que, voilà, il n'y a pas à se fermer. Il n'y a pas eux que l'on doit aider et les autres qui ont déjà tout, on s'en occupe pas. L'éducation nationale, la culture, c'est tout le monde avec tout le monde. Enfin, pour moi, c'est fondamental. Fondamental. Et donc, bon, je me suis servi de ça, de cette expérience du Collège Paul Valéry, il y en a bien d'autres. Pour illustrer mon propos, c'est vraiment là-dedans qu'on s'engage. Madame signifiait que le département n'aidait pas, mais c'est vrai qu'on est un peu compartimentés les uns et les autres. Il y a les compétences du département, les compétences des communes, les compétences de la région, les compétences de l'éducation, les compétences de la culture. Et donc, en fait, il faut qu'on travaille tous ensemble et qu'on partage un peu les projets dont vous parlez, qui n'ont pas été soutenus financièrement. Ils ne relèvent pas forcément du département parce que c'est peut-être pas du collège dont il est question, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'on ferme nos oreilles à tout ça. Voilà, je vous dis un peu rapidement parce que je sais que le temps est compté, mais il y a encore 1000 choses à dire. Mais voilà, on a des financements, nous aussi, actions éducatives sur des propositions des enseignants. Mais forcément, il y a un moment où le budget ne suit plus, même si, comme vous disiez tout à l'heure, il faut déjà avoir des objectifs, le budget suivra. Mais il y a un moment où le budget, il faut le boucler quand même.